Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le dernier débrief, la dernière vidéo de retour à la base. Cette course qui permettait de partir de la Martinique pour revenir vers l'Orient. La course retour de la Transat en double, la Transat Jacques Vabre. Dernière course de la saison 2023 ou première course de la saison 2024, ça dépend comment on le voit. Du côté de l'organisation de la saison, soit on considère que d'un point de vue global, la course est en 2023, c'est la dernière course de la saison, mais on peut considérer également que c'est la première course de la saison 2024, vu que c'était la première course en solitaire de cette saison 2024 qui va nous emmener jusqu'au prochain Vendée Globe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire. À mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous avez trouvé qui a fait une belle performance sur cette course, qui vous avez trouvé un petit peu plus en difficulté. PS2.0, c'est sur la plateforme de podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment le biathlon. Et on commence tout de suite avec ce retour à la base. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce retour à la base, avec le vainqueur de cette édition, de cette première édition du retour à la base. Le vainqueur, c'est Yoann Richaud qui, sur la fin de course, a un petit peu fait une démonstration quand même par rapport à ses concurrents Jérémy Bayou et Sam Goucha. Il a quand même mis 6 heures à la tête de Jérémy Bayou avec un bateau qui n'a pas eu de gros problèmes, il faut bien le dire, sur les deux traversées. Ça c'est fort parce que ça soit sur la descente, sur la Transat Jacques Vabre ou sur la remontée, il n'y a pas eu de souci, alors que c'était les deux premières grandes courses de ce bateau assez récent, mis à l'eau pendant l'été, avec quand même un bateau qui a des évolutions, notamment sur l'emplacement des bannettes, sur la manière dont on a mis en place la vie à bord. C'est un petit peu différent de d'autres bateaux, donc il y avait quand même des évolutions techniques, c'était pas une copie du bateau de Thomas Ruyant, par exemple. Il fallait mettre en place, voir les évolutions techniques sur ce bateau et voir comment ça allait marcher. Eh bien, premièrement, le bateau est très fiable, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, mais en plus il est rapide. Il est rapide dans des conditions de vent portant, parce qu'on a vu dans des conditions de vent portant, sur des allures moyennes de vent, gérer 20-25 nœuds, il a vraiment fait des belles perfs dans ces conditions-là. Et puis un bateau qui est fiable, résistant, ça c'est très très bien. Sur la Transat à double, il gagne pas parce qu'il fait une petite erreur stratégique à 2-3 jours de l'arrivée, il décide de descendre très au sud, alors que du côté de Thomas Ruyant, on était resté un petit peu plus sur une route proche de l'orthodromie et la route de Thomas Ruyant n'était pas beaucoup plus lente que celle de Yoann Richaud, donc c'est ce qui fait la différence. Mais là, il a tenté un coup tactique à un moment dans la course, c'est-à-dire de partir avant la porte de Madère, un petit peu plus au nord que ses concurrents. Ça lui a fait gagner très vite 50-60 000 d'avance. Ensuite, il s'est retrouvé quasiment à la mi-course avec 80 000 d'avance sur Jérémy Bayou, qu'il a gardé jusqu'au bout. Il a fait une excellente dernière nuit. Il s'en est très très bien sorti, Yoann Richaud, donc avec un bateau qui a été efficace, qui a été fiable, voilà, qui a été très performant. Donc chapeau Yoann Richaud. Vous savez, je disais ça dans les commentaires. Je disais, c'est quand même surprenant Yoann Richaud parce que c'est un mec qui a dominé les classes 40 sur les dernières années. Regardez notamment sa dernière route du Rhum, il fait une démonstration en classe 40, c'est-à-dire qu'il doit gagner avec plus de 100 000 nautiques d'avance. Ce qui est énorme dans cette catégorie-là, parce que 100 000 nautiques d'avance, c'est du 6-7 heures d'avance. Sur une catégorie où les classes 40, on ne peut pas faire grand-chose sur le bateau. On est quand même limité par la jauge au niveau des modifications qu'on peut faire sur les bateaux. C'est quand même une sacrée perf. Devant Broggio Beccaria et le Alla Grande Pirelli qui a dominé cette année la Transat en double. Donc il avait dominé, qui a été très bon sur la Transat en double. Donc il avait été très très bon avec son Paprec, à l'époque c'était pas Paprec Arkea. Je ne sais plus si c'était pas Virbac Arkea. Je sais plus, il y avait Arkea déjà, mais je ne sais plus qui était le co-sponsor. Il avait été très bon déjà sur cette route du Rhum. C'était fou, c'est que Yoann Richaud a mis autant de temps avant d'avoir un projet
IMOCA, parce que c'est un mec qui est hyper talentueux, qui a été talentueux sur le Figaro, qui a été talentueux en classe 40, mais à qui on ne donnait pas un projet plus gros, de plus grosse envergure. Il a mis beaucoup plus de temps qu'un Armel Lecléache, par exemple. Il a mis beaucoup plus de temps qu'un Jérémy Bayou, qu'un François Gabard, à avoir un projet IMOCA, alors qu'on savait le talent du bonhomme. Bah là, sur les deux courses en IMOCA, il a montré tout son talent avec ce bateau. Et un bateau qui est fiable, qui est performant, qui a l'air d'être assez polyvalent quand même. Il a un bateau qui va être très efficace, donc il va falloir vraiment faire attention à lui. Deuxième, Charal, Jérémy Bayou, bah c'est quand même une grande performance de finir deuxième avec tous les problèmes techniques qu'il a eu en début de course. C'est-à-dire ses 2 premiers jours de course étaient quand même très compliqués, avec notamment pas mal de soucis où il a perdu tous ses aériens, c'est-à-dire la VHF, l'anémomètre, la caméra également pour manœuvrer, donc c'était très très compliqué pour lui. Il a réussi quand même à rester concentré sur la course, il s'est battu, notamment au départ c'était suivre Thomas Ruyant, et puis il a gardé des objectifs comme ça pour rester motivé dans sa course. Donc c'est quand même intéressant de voir ce qu'il a réussi à faire avec autant de problèmes techniques sur ce bateau. De réussir à voir que ce bateau, malgré tous ses problèmes techniques, a réussi à rester performant avec Jérémy Bayou, qui s'est battu, qui n'a pas beaucoup dormi sur cette course, mais ça c'est quand même intéressant pour le prochain Vendée Globe du côté de Jérémy Bayou. Par contre, du côté de Charal, il va falloir quand même réussir à régler les problèmes techniques, parce que c'est pas la première fois qu'on a des problèmes techniques, et on a l'impression quand même que du côté de Jérémy Bayou, on les accumule un petit peu. Alors peut-être que quand ils vont partir sur le Vendée Globe, le fait d'avoir eu tous ces problèmes techniques, ça va leur permettre de n'avoir plus aucun souci après derrière. Mais il y a quand même un petit peu une accumulation du côté de Jérémy Bayou. Sam Goodchild, encore 3e. Il a fait 3e sur les 2 courses. On rappelle, Force de Planète, c'est l'ancien Linky Daoud, donc c'est l'ancien bateau de Thomas Ruyant. Bateau toujours performant au portant, mais bateau qui est un peu moins polyvalent que certains de ses adversaires. Mais Sam Goodchild, là aussi, Sam Goodchild, il a été dans énormément de projets, que ce soit du trophée Jules Verne, que ce soit des courses en double, que ce soit de l'Ocean 50 aussi, où il a été sur Layton en Ocean 50. C'est un mec qui est passé dans énormément de catégories de courses. Mais là aussi, en IMOCA, il n'a jamais eu un gros projet autour de lui. C'est assez surprenant qu'il ait mis aussi autant de temps à avoir un projet, mais c'est intéressant de voir Sam Goodchild. Ça fait du bien de revoir les Britanniques quand même retourner sur la course au large depuis des années, de voir qu'en plus ils arrivent à avoir du niveau. Ça va créer une émulation et ça va augmenter le niveau, et c'est bien d'avoir un peu d'internationalisation du côté de la voile et de la course au large. Malaysia 4e avec Boris Herman, toujours là Boris Herman. C'est quand même vraiment un skipper de Vendée Globe. C'est un skipper vraiment, plus c'est long, plus il aime. J'ai l'impression, Malaysia, qui a fait une super deuxième partie de course. Première partie de course, il était dans le bon paquet, mais il était 7-8. Et puis il a profité également des problèmes techniques de Sam Davis, par exemple, un petit peu, de Clarisse Kremer, de Holcim PRB, de Thomas Ruyant également, de Force the People. Et ensuite, il a eu quand même une très bonne vitesse sur la deuxième partie de course. Donc, il a vraiment bien fini. Encore une fois, lui sur un Vendée Globe, c'est vraiment un skipper pour moi très Vendée Globe. C'est peut-être pas le plus performant à la bagarre, on va dire, en 1 contre 1 sur des transatlantiques. Par contre, sur des courses plus longues, c'est vraiment un skipper qui est très performant et qui est bon sur la durée. Et ça, c'est bon. Et puis, son bateau, il est fiable. Là aussi, on est sur un bateau d'expérience. Donc, c'est plutôt pas mal. Damien Seguin, 5e, avec Groupe Apécile, pourtant des problèmes au niveau de l'index, mais ça lui a pas posé problème. Il était forcément extrêmement frustré de sa transat en double, où il avait dû s'arrêter pour régler des problèmes techniques avant de repartir. Le bateau a montré vraiment une très belle vitesse du côté de ce Groupe Apécile. Alors le Groupe Apécile, je crois me rappeler que c'est l'ancien Initiative Cœur, ce bateau Groupe Apécile. Donc c'est un bateau qui avait plutôt tendance à être fiable, mais pas forcément très rapide. Là, il a montré une belle vitesse, là aussi, pendant toute la course, parce qu'il était parti très prudemment. Il était 12e à la fin de la première journée. Il était un peu décalé par rapport au peloton de tête, et puis il a réussi à dépasser ses adversaires. Donc c'est très bien. Initiative Cœur, Samantha Davis, des petits soucis techniques qu'il a fallu corriger, notamment encore son puits de foil
Elle a un souci avec un foil, j'espère que ça sera corrigé pour le prochain Vendée Globe parce que c'est un problème récurrent. Ils avaient déjà dû réparer sur la Transat en double sur la descente. Donc elle a dû réparer ce problème-là. Ça a été un petit peu la guerre entre notamment la porte de Madère et la porte la porte des Açores, pardon. À chaque fois, je veux dire Madère. Madère, c'est pas là. Et la porte du golfe de Gascogne. Donc, ça a été un petit peu la bagarre. Donc, c'est là où elle se fait dépasser par Damien Seguin. Mais sinon, ça a été quand même une belle course de la part d'Initiative Cœur. Et puis, 2 fois dans le top 8 sur les 2 traversées. Donc, ça, c'est également très bien. Il y a une belle constance dans les résultats. Louis Burton, 7e avec Bureau Vallée. Trajectoire toujours différente. Hein. Il aime bien les trajectoires différentes. Louis Burton, course où il y a déjà pas eu 5 heures de pénalité à faire, donc déjà ça change un petit peu la donne, mais course où là aussi du côté de Louis Burton, le bateau a montré des bonnes choses. Après on sait que c'est un bateau qui n'est pas très polyvalent, ce bateau Bureau Vallée, mais on sait que dans le vent portant, il est rapide, il est performant. On voit quand même que par rapport au nouveau foiler, c'est un foiler d'ancienne génération qui était prévu pour le dernier Vendée Globe, pas pour le prochain. On voit quand même que les derniers foilers arrivent quand même à atteindre des vitesses qui sont assez dingues par rapport même à ces bateaux de plus ancienne génération. On voit que c'est compliqué pour ces bateaux-là de résister à la vitesse des foilers de devant. Alors il a eu des bonnes vitesses, mais c'est vrai qu'il avait du mal à atteindre au-delà des 22 de vitesse. Après il a tenté une trajectoire différente. C'est pas la première fois qu'il le fait. Ça lui a plutôt bien réussi, notamment face à Nicolas Luven sur Holcim PRB. Il avait bien démarré, Nicolas Luven, sur les premiers jours. Il était même à un moment sur le podium provisoire de la course. Sur la deuxième partie de course, ça a été plus compliqué, peut-être des erreurs de trajectoire. Donc voilà, il a fait des petites erreurs, Nicolas Luven, qu'il faudra corriger. Mais encore une fois, c'est un skipper qui n'était pas prévu sur ce bateau-là. Donc c'est important pour lui de prendre de l'expérience en solitaire sur un bateau IMOCA qui peut jouer la gagne. Donc voilà, Nicolas Luven, ça sera intéressant dans le futur. Je pense sur le prochain Vendée Globe, il ne fera pas les mêmes erreurs. Emma CSF, Isabelle Yoshke, toujours dans le top 10. Elle est toujours capable de réussir des coups. Là, elle a réussi un coup à un moment. Elle avait changé de trajectoire. Elle était 13-14e avant ce coup-là. Eh bien, ça l'a fait rentrer directement dans le top 10. Donc voilà, une très très belle course du côté de Emma CSF qui est arrivée ce matin aux alentours de 10h. Du côté de Lorient. Pour une structure qui n'est pas forcément, c'est pas le plus gros budget Emma CSF, elle arrive vraiment à faire de très très belles choses avec ce bateau. On espère qu'elle arrivera à finir le prochain Vendée Globe parce que c'est une fille qui pourrait rentrer dans le top 10 du prochain Vendée Globe parce qu'elle arrive toujours à faire des coups tactiques avec son bateau. Romain Attanasio 10e, ça a été une belle bagarre là tout à l'heure entre Romain Attanasio et Pip Air. Ça s'est joué à 20 minutes près entre les deux. Pip Air était même repassé 10e pendant un court instant sur des manœuvres. Mais il a réussi à bien résister à la pression. Il était déçu, Romain Attanasio, parce qu'il avait perdu un petit peu de temps. À un moment, la porte en fer météo s'est refermée sur lui et sur ses petits camarades par rapport aux 3-4 hommes de tête. Donc c'est vrai qu'il était frustré à ce moment-là. Après, le bateau est plutôt performant. Il avait fait 13 ou 14 de la dernière Transat en double, en sachant qu'il y avait Justine Métro en plus, par exemple. Donc, il y avait un peu plus de concurrents au départ. Donc là, voilà, il fait 10e, c'est vraiment bien. Et puis, avec cette belle bagarre avec Pip Air, quand il n'y a pas les 5 heures de pénalité, ça va vite du côté de Pip Air, avec là aussi un bateau qui est intéressant. L'Occitane en Provence avec Clarisse Kremer, 12e pour le moment. Elle a fait trop d'erreurs, Clarisse. C'est frustrant, c'est dommageable, mais vraiment, elle a fait des erreurs un peu bêtes. Donc, c'est pour ça qu'elle se retrouve encore à 80 000 nautiques, qu'elle va finir seulement 12e. Je pense qu'elle voulait le top 10, elle était bien partie. Et puis après, elle a enchaîné les petites erreurs de trajectoire. C'est une course qui va lui apprendre beaucoup sur son bateau, mais c'est vrai qu'elle va être frustrée. Et puis surtout de voir qu'elle n'est pas largement devant son ancien bateau du dernier Vendée Globe avec Monoyer Duo for Job. C'est sûr que ça va la frustrer, je pense encore plus. Donc Benjamin Ferret, qui a dominé les autres dériveurs, hein. Il a été super bon dans cette course, donc vraiment il faut le saluer. Avec un Conrad Coleman qui finit extrêmement fort.
Donc il va y avoir une petite bagarre quand même entre les deux à distance, hein, 163 000 contre 128 000. Voilà, il y a une quarantaine de mille d'écart, mais Coran Coleman, à un moment, il était quand même derrière Violette d'Orange, hein. Il était 23-24e. Donc on voit que sur la fin, il a très très bien géré Coran Coleman. Donc il faut saluer son très bon travail. Bon, on a les canards boiteux Thomas Riant et Sébastien Simon qui là vont en finir dans le top 20. Mais c'est vrai qu'ils vont être déçus de leur course où ça a été compliqué avec des problèmes techniques. C'est dommage pour Groupe Dubreuil qui était bien parti. C'est dommage également pour Thomas Riant qui était dans le beau paquet. Du côté des bateaux à dérive, pour la 3e place, il va y avoir une grosse bagarre entre Louis Duc, également à côté de lui, Sébastien Marseille avec Foussier, mon courtier en énergie, mais surtout Lazare, qui revient du diable Vauvert, comme on pourrait dire. Lazare qui est parti quand même avec une bonne demi-journée de retard, mais qui a des moyennes. Encore une fois, le bateau est super bien optimisé. Il va quand même plus vite que ses petits concurrents. Et surtout, ces concurrents-là sont devenus Violette d'Orange avec l'ancien bateau de Jean Le Cam. Beaucoup trop d'erreurs à un moment. Je pense qu'elle a des dégâts sur son bateau parce que les moyennes sont plus exceptionnelles depuis 2 jours. Et ouais, elle a fait un peu trop d'erreurs, donc ça a été compliqué. Il y a même Guirec Soudé qui revient avec Manuel Cousin sur elle. Donc c'est un peu compliqué là, je pense, pour Violette d'Orange. Elle va apprendre beaucoup de cette épreuve en solitaire. Voilà, il faudra qu'elle progresse dans beaucoup de domaines pour l'année prochaine. Antoine Cornic, lui, est toujours 26e. En course qui a été compliquée pour Antoine Cornic avec la dingue. Mais là, il retrouve des belles moyennes. 15 nœuds 6, c'est pas mal pour Antoine Cornic. Donc, on va voir comment ça va se finir pour lui. Et puis, on va regarder notre copain Denis Van Den Berg et Jing Shu qui ferment la marche pour le moment. Le chinois et le concurrent belge. Voilà, avec un concurrent chinois qui a un beau bateau, mais qui a du mal à s'en servir à pleine vitesse, et notre ami belge qui a un bateau, lui, qui est un peu plus âgé, et puis surtout une structure un peu moins optimisée. Devant, eh ben, on a tout commence en Finistère avec Armor-Luc, Jean Le Cam, qui se retrouve maintenant à avoir des belles moyennes. Après 3-4 jours de course, 15 nœuds 2, c'est pas mal. Du côté de Jean Le Cam, qui a la même trajectoire que ses petits camarades, et puis maintenant qui va enchaîner les dépressions dans l'Atlantique Nord dans les heures à venir. Donc on regardera tout ça. Il n'y aura plus d'autres vidéos du côté de ce retour à la base. Mais voilà, vous pourrez suivre tout ça sur la cartographie de la course. Nous, on se retrouve pour l'Arkea Ultimate Challenge. Ça sera à partir du 7 janvier. On fera peut-être une vidéo de présentation de cette épreuve le 6 janvier, le 5 janvier. Et puis ensuite, donc, on fera le débrief de cette course. Alors, je ne sais pas si je ferai le débrief jour par jour ou semaine par semaine du côté de cette épreuve. Donc, ce tour du monde à la voile en multicoque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis donc nous, pour la voile, on se retrouve l'année prochaine. Allez, ciao, ciao!